Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale. Les dessous du paiement. Thibaut de Barcy, directeur de l'Emerging Payments Association à Luxembourg. Klarna fait une sorte de crédit relais entre toi et le commerçant. Ça marche super bien, ils ont 60 millions d'utilisateurs, c'est l'une des fintechs les plus valorisées d'Europe, 130 000 commerçants qu'ils proposent en termes de services. Mais, il y a toujours un mais, c'est que qui dit crédit, dit risque crédit. Et donc quand tu regardes les comptes annuels de Klarna, ils ont un coût du crédit qui est assez important, ça vient gréver le résultat net lorsque ces crédits ne sont pas honorés. Avec son passé de banquier et de spécialiste des paiements, Thibaut de Barcy nous donne un éclairage des dessous des paiements. Nous découvrons les tendances, les distinctions des pratiques et des réglementations au niveau mondial, Chine, États-Unis et Europe. Thibaut rentre dans les moindres détails et nous aide à comprendre l'évolution du business model de Revolut et comment la fintech génère ses revenus. Je vous invite à l'écouter vraiment jusqu'à la fin. La recommandation de lecture de Thibaut est assez étonnante. C'est un second hors-série aux petits oignons. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Bonjour Thibaut. Bonjour Solène. Un grand merci pour ton temps, ta disponibilité. Ça fait des mois qu'on se dit qu'on va faire cet épisode ensemble, donc je suis ravie qu'on l'enregistre. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, mon nom est Thibaut de Barcy. Je suis l'heureux directeur général de la Emerging Payments Association pour l'Union européenne. Et j'ai un parcours un peu mixte parce que j'ai commencé ma carrière dans le secteur des telcos pour Proximus en Belgique et puis puis Maxis en Malaisie, donc 2 ans d'expatriation. Et puis j'ai été le directeur marketing de KeyTrade Belgique. Alors KeyTrade, c'est l'une des premières banques digitales belges nées à la fin des années 90. Ouais. Et puis un passage chez American Express pour le Benelux. Et puis ensuite, j'ai été pendant 5 ans le CEO de KeyTrade Bank, ici au Luxembourg. Et depuis la fin de l'année dernière, ce poste à la Emerging Payments Association. Parfait. Très, très bon moment KeyTrade. C'est là que je t'ai rencontré. C'était très sympa de collaborer ensemble. Un très chouette projet. Merci Thibaut. Alors, est-ce que tu peux nous dire quand même un mot de la Emerging Payment Association en Europe ? Moi, je connaissais celle qui était basée au UK. Voilà, j'aimerais que tu nous en dises un tout petit peu plus. Exactement. Donc, celle qui est l'association basée à Londres a déjà plus de 10 ans. Elle regroupe 150 acteurs de la chaîne de valeur des paiements. Et nous sommes leur association sœur couvrant l'Union européenne et évidemment créée fort opportunément en même temps que le Brexit. Quel genre de membres on retrouve dans votre association ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a un très bon mix. Il y a à la fois les acteurs traditionnels des cartes de crédit comme Mastercard, Visa. On a aussi Amazon Payments, mais on a aussi des acteurs de l'open banking avec Module R. On a des scale-up avec Canny Payments, par exemple, ou MoneyTrace. Donc, c'est déjà très diversifié. Et pourquoi ça s'appelle Emerging ? En fait, ça fait tout simplement référence à tout ce qui est lié à la digitalisation du paiement, donc à la fois évidemment dans le contexte de l'e-commerce dont c'est un corollaire, mais évidemment aussi depuis le Covid, la digitalisation du paiement en point de vente avec l'explosion du contactless. Et tu as des chiffres à nous donner justement ? Alors oui, tant Mastercard que Visa parlent d'une augmentation de l'ordre de 50% des paiements sans contact. Et évidemment, il y a beaucoup de changements d'habitude. C'est aussi le fait que les petits commerçants se mettent à la vente en ligne. Mais il faut faire attention parce qu'on a l'impression que le Covid, ça fait les bonnes affaires du secteur du paiement. Il faut quand même savoir que de manière générale, par exemple, un chiffre que McKinsey a sorti, c'est une diminution de l'ordre de 10% des volumes de paiement en Europe. Et aussi avec le fait que le voyage est extrêmement impacté. Il faut le savoir, le paiement est très lié au tourisme, au voyage. Bref, on ne verra qu'à la fin de l'année qu'on verra les comptes. Et d'ailleurs, Mastercard et Visa ont publié leurs résultats trimestriels hier, le même jour, et ils sont très prudents par rapport aux impacts du Covid sur le paiement cette année. J'imagine. Juste pour terminer sur cette association,
quelles sont les particularités? Qu'est-ce que vous mettez en place pour vos membres? Alors, nous, on aime bien se comparer à une sorte de business club. C'est-à-dire que notre principal objectif, c'est aider nos membres à faire du business, voire faciliter le business entre eux. Donc, on n'est pas véritablement des lobbyistes. C'est généralement parfois comme ça qu'on caricature les associations. Non, on est surtout des facilitateurs. Et pour faciliter le business, il y a vraiment deux grands piliers. Il y a d'abord tout un pilier événementiel avec des types d'événements très différents, avec des publics différents. Alors, évidemment, tant des événements physiques que digitaux. Et le deuxième pilier, ce sont des groupes de travail. Donc, les membres se réunissent pour s'attaquer à des problématiques précises. Et généralement, ça se matérialise par la publication d'un livre blanc. Merci beaucoup. Alors, l'objectif, la raison pour laquelle j'étais très heureuse qu'on se parle, c'est que par le biais de cette association et par le biais de toute ton expérience professionnelle, tu as vraiment une très bonne vision des paiements en Europe et dans le monde. Vous avez sorti une étude passionnante que j'avais pu d'ailleurs Merci. gentiment partagée, qui était passionnante. Vous aviez fait avec Luxembourg for Finance, je crois. Tout à fait. Sur les paiements dans le monde. Il n'y avait pas que l'Europe. Est-ce que tu pourrais nous dresser un aperçu du paysage des paiements en Europe? Justement, ce qui nous semblait intéressant, c'était déjà un peu de comparer la façon dont ça se passe en Europe par rapport aux deux grandes références continentales. C'est évidemment les États-Unis et la Chine. Et aux États-Unis, par exemple, l'énorme contraste qu'ils ont, c'est que tout le monde connaît les super fintech américaines, Apple Pay, Square, PayPal, etc. Mais il faut savoir que derrière ça, la réglementation aux États-Unis, c'est une réglementation par État. Et ça, souvent, quand les banques européennes vont aux États-Unis en disant tiens, on va s'attaquer au marché, ils ne se rendent pas compte qu'ils vont devoir faire 50 fois un travail 50 dossiers d'agrément 50 dossiers. Exactement. Donc voilà. Donc parfois, les États-Unis, c'est pas aussi facile qu'on le croit. D'ailleurs, si on fait un simple virement banque à banque aux États-Unis, tu pourras remarquer que parfois ça prend énormément de temps. Et c'est facturé aussi assez chèrement. Et alors, en Chine, alors tout le monde parle d'Alipay, WeChat Pay, c'est les grandes références. Et d'ailleurs, avant, il y avait UnionPay, donc qui est la carte de crédit chinoise qui a des centaines de millions d'utilisateurs. Mais il faut quand même savoir, alors évidemment, Alipay, c'est ce que tout le monde regarde comme étant le modèle à suivre, la super app, etc. Et tout. Mais il faut quand même savoir qu'ils ont réussi ils ont pu se développer avec quand même la protection de leur marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence étrangère en Chine. Donc ça vaut quand même la peine d'être noté. Voilà. Et au niveau européen? Justement, en Europe, alors tout le monde le sait, quand on voyage un peu, c'est quand même un paysage très fragmenté. Donc nous, ce qu'on a regardé, c'est un peu la répartition des moyens de paiement entre tous les moyens de paiement, hormis le cash. Et c'est là qu'on découvre des subtilités locales. Des différences juste énormes. Donc par exemple, les cartes de crédit, c'est très populaire en Angleterre, en France. Mais il y a un énorme contraste. Donc déjà en France, par exemple, il y a encore des chèques pour 7% des paiements non cash en France sont encore des chèques, c'est hallucinant. Alors en Allemagne, ils ont des super fintech, comme tout le monde le sait. Ils ont Raisin, ils ont N26, etc. Mais par contre, pour arriver à payer avec une carte de crédit dans un restaurant en Allemagne, c'est pas facile. Et ça se voit bien. Dans les chiffres. Oui, ils utilisent énormément de cash en Allemagne. Exactement, pour des raisons qu'on pourrait à la fois considérer comme culturelles, mais certains chuchotent qu'elles seraient plutôt fiscales. Donc on va pas trancher ça ici. Alors le modèle, par contre, c'est la Suède. Donc là, c'est clairement le pays le plus digitalisé où le cash est presque réduit à néant. Et la Suède, ça marche très très fort parce qu'évidemment, il y a aussi tout un système d'identité digitale unique partagée qui s'appelle Swish. Et donc ça a été un facteur majeur dans la digitalisation des paiements. Et d'ailleurs, pas qu'en Suède. Si exactement. Tu regardes tous les pays nordiques. La Norvège, exactement. Donc c'est quelque part le modèle à suivre. Et alors, on parle aussi évidemment du Benelux où il y a beaucoup d'intégration de réseaux, de collaboration. Donc, originellement, il y avait le fameux réseau de cartes de débit en Belgique, Bancontact, qui a lui-même fusionné avec Payconiq en Hollande et DigiCash au Luxembourg. Donc, maintenant, ça fait un vrai groupe Benelux. Et donc, ça, c'est une autre manière de développer des champions européens. Donc, il y a d'une part le passporting. Quand on est champion dans un pays, on peut aller proposer ses services dans l'autre. Et puis, évidemment, il y a des intégrations, soit de réseaux, par fusion-acquisition, carrément des sociétés, ou alors des collaborations sur de l'interopérabilité. Parfait. Et alors, si on prend un petit peu un pas en arrière et qu'on regarde au niveau des tendances, donc j'ai fait pas mal d'épisodes déjà qui traitent de la nouvelle directive de paiement, enfin, elle n'est plus tout à fait nouvelle, mais la DSP2. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? On en a parlé aussi sur un épisode avec IBAN First,
l'instant payment, est-ce que tu peux nous donner encore d'autres tendances ? Oui, alors déjà une petite comparaison sur la façon dont l'open banking se fait en Europe, c'est quand même aussi là, par rapport aux États-Unis et la Chine, c'est que justement aux États-Unis il n'y a pas de réglementation, mais il y a quand même de l'open banking. Donc ça veut dire qu'on peut collaborer sans qu'il y ait réglementation. Et en Chine, l'open banking il est défini par le catalogue des applications de WeChat Pay et d'Alipay, ce qui est quelque part une manière détournée de réglementer, quoi. Mais donc en Europe, oui, DSP2 définit les terrains de jeu. Mais sinon, donc à part l'instant payment où la vitesse à laquelle c'est disponible maintenant pour les consommateurs, les entreprises européennes est quand même très disparate à travers tous les pays européens. D'autres grandes tendances intéressantes, d'abord c'est évidemment l'account to account. Donc ça c'est quoi l'account to account ? Alors l'account to account c'est vraiment le modèle qui est la concurrentiel par rapport à la carte de crédit, c'est-à-dire que via typiquement une application mobile, on va directement débiter ton compte à vue lorsque tu fais un achat soit en ligne, mais aussi chez les commerçants. Et donc, ça veut dire que c'est une sorte de transfert presque immédiat de ton compte au compte du commerçant. C'est pour ça qu'on appelle ça le account to account. Alors, ça existait en fait déjà avant DSP2. Donc, par exemple, aux Pays-Bas, ils avaient iDeal. En Allemagne, ils avaient Sofort. Sofort, pardon. Merci. Et donc, voilà, c'est clairement une tendance de fond qui est aussi facilitée par la directive. Mais attention, ça n'a pas que des avantages parce qu'il faut quand même savoir que quand les commerçants veulent l'implémenter comme moyen de paiement, c'est un nouveau canal, c'est un nouveau setup. Donc, il faut voir si le coût en vaut vraiment la peine par rapport au coût d'acceptation des cartes de crédit. Et un autre désavantage, c'est qu'il n'y a pas encore de mécanisme de chargeback. C'est quoi le chargeback ? Alors le chargeback, justement, c'est quand tu fais un achat. Quand tu fais un achat via... brain picking. Ah non, mais absolument, je suis là pour ça. Le chargeback, c'est justement quand tu fais un achat via une carte de crédit, tu peux contester l'achat. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu peux le faire. Un, tu peux dire, tiens, mais c'est pas moi qui ai fait cet achat. Donc ça, c'est une raison très légitime. C'est évidemment le combat contre la fraude. Et donc, c'est très utile, évidemment, par exemple, pour des achats en ligne. La deuxième raison, ça pourrait dire parce que ce qu'on t'a livré, c'est pas ce que tu voulais. Alors, tu dis, du coup, je suis pas contente, je paye pas. Et la troisième raison, qui est un peu plus embêtante, c'est que tu as changé d'avis. Alors, justement, la gestion des chargebacks, ça fait partie du modèle de gestion des cartes de crédit. C'est quand même extrêmement utile. C'est une protection pour le consommateur. C'est beaucoup de boulot. Il y a même des sociétés spécialisées. On a un de nos membres qui fait ça, Chargebacks 911. Donc, voilà, c'est tout un écosystème. Mais donc, il faut savoir, une fois que tu as payé quelque chose via account to account, c'est payé, l'argent il est parti, tu peux plus le contester. Donc, il y a maintenant des gens qui réfléchissent à comment est-ce qu'on pourrait faire un système équivalent au chargeback pour le account to account. Parfait, merci. Un dernier point dont on entend de plus en plus parler. Alors, il y a pas mal de startups qui se positionnent, notamment dans les plus connus, c'est l'Afterpay. Absolument. Alors, c'est assez passionnant parce que donc le grand facteur différenciateur de Klarna, c'est de dire une fois que vous avez créé votre portefeuille, votre compte chez Klarna, vous ne payez par exemple quelque chose que vous avez commandé par Internet que quand vous le recevez. Donc c'est un peu l'inverse. D'habitude, on paye d'abord et on conteste après. Ici, on ne paye que quand on est livré et qu'on est content. Et en plus de ça, ils ont rajouté une couche assez formidable. C'est un étalement du paiement qu'on peut choisir en 3 ou 4 fois. Et donc ça, évidemment, plutôt que de demander un crédit à la consommation, remplir des papiers, etc., c'est évidemment extrêmement pratique de dire tiens, je fais une grosse dépense, je vais l'étaler en 3 ou 4 fois. Alors comment est-ce que ça marche ? C'est intéressant parce qu'en fait, puisque vous ne payez que quand vous êtes livré, le commerçant lui veut te payer tout de suite. Donc en fait, Klarna fait un crédit, une sorte de crédit relais entre toi et le commerçant. Ça marche super bien, ils ont 60 millions d'utilisateurs, c'est l'une des fintech les plus valorisées d'Europe, 130 000 commerçants qu'ils proposent en termes de services. Mais, il y a toujours un mais, puisqu'on est là pour parler des dessous des fintech. C'est que qui dit crédit, dit risque crédit. Et donc, quand tu regardes les comptes annuels de Klarna, tu vois que quand même, ils ont un coût du crédit qui est assez important, c'est-à-dire que ça ne marche pas toujours. Et donc, ça vient gréver le résultat net lorsque ces crédits ne sont pas honorés. Super, écoute, magnifique panorama. Merci beaucoup Thibaut. L'idée, quand on avait préparé cette discussion, c'est qu'on fasse des use cases et qu'on décortique un petit peu pour comprendre les dessous de certaines fintech. Juste avant qu'on avance sur le cas Revolut, qui était celui qui m'intéressait particulièrement, Tout à fait. Je voulais qu'on précise
un élément important, puisque ça sous-tend en fait tout le business model, c'est l'interchange. Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans le circuit de paiement ce que c'est que l'interchange ? Alors oui, parce que c'est vraiment la base, on n'entend pas beaucoup parler, mais c'est vraiment la base de beaucoup de revenus pour l'ensemble de l'écosystème du paiement. Donc en fait, ce que tout le monde sait, c'est qu'au moment où vous payez avec une carte de crédit chez un commerçant, le commerçant, il abandonne une certaine commission. Donc ça s'appelle le Merchant Service Cost, le service fee. Donc, alors tout le monde se demande, tiens, combien est-ce qu'il paye ? Alors il faut savoir que c'est une étendue assez énorme parce que ça peut être jusqu'à très peu, ça peut être 0,2, 0,3%, puis ça peut monter jusqu'à 5%. Et c'est payé à qui ? Alors justement, c'est payé à ce qu'on appelle un acquéreur. Alors l'acquéreur, c'est la société, alors c'est souvent une banque, c'est pas forcément une banque, qui va connecter tout simplement le commerçant au réseau de cartes de crédit. Et qui va en fait payer le commerçant pratiquement lorsque il te vend quelque chose. Donc ça, c'est l'acquéreur. L'acquéreur te connecte à un réseau de cartes de crédit, donc Visa ou Mastercard. Et puis ensuite, qu'est-ce que tu trouves de l'autre côté de la chaîne ? Tu as l'émetteur. L'émetteur, c'est celui qui t'a vendu la carte de crédit. Donc souvent ta banque, qui t'a vendu ta carte de crédit avec ton compte à vue dans un pack, mais ça peut aussi être ta compagnie aérienne, une institution de charité, etc. Et donc on a quelque part, pour simplifier, les trois grands acteurs, l'acquéreur, le réseau de cartes de crédit et l'émetteur. Et donc lorsque le commerçant il abandonne une commission entre 0,5 et 5%, alors selon les pays, la moyenne va être parfois, en Europe, c'est assez bas. Donc on va dire 1%. Et pour, je dirais, des grandes chaînes de supermarchés, par exemple, qui savent bien négocier avec leurs acquéreurs, ça va être de l'ordre de 1,5%. Et donc on va prendre un exemple concret. Si tu payes 100 € à ton supermarché, et en imaginant qu'il cède 1,5% à son acquéreur, il y a une partie qu'évidemment il va garder. Alors ça va plutôt être de l'ordre de 0,19%, donc 19 centimes sur un demi-euro. C'est très précis. Voilà, exactement. Et puis, en fait, la partie qui revient à Visa ou Mastercard, elle est très très faible. Elle est de l'ordre de 0,03%, donc 3 centimes sur tes 100 €. Donc c'est vraiment pas eux qui prennent la part du lion. Et puis, en fait, le gros de la commission va revenir à l'émetteur, donc qui lui va prendre de l'ordre de 0,26%. Donc c'est vraiment un exemple sur base d'une commission totale de 1,5%. Ça varie énormément en fonction du type de carte, du type de commerce. Par exemple, carte business va payer beaucoup plus. Comme tu peux l'imaginer, la commission laissée par une station-service est beaucoup plus basse que celle qui est laissée par un restaurant. Donc c'est pour ça qu'on est avec un éventail énorme. Mais donc, contrairement à ce qu'on croit, finalement, c'est l'émetteur qui prend la plus grande part de cette commission. Et finalement, c'est assez logique. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui prend le risque. Parce que si toi, tu ne payes pas ta facture de carte de crédit à la fin du mois, c'est lui qui a un problème avec toi, tandis que le commerçant, lui, il aura été payé. Voilà. Que tu nous expliques, c'est valable aussi aux États-Unis, où l'approche est pas la même ? Alors justement, les mécanismes sont les mêmes, mais en Europe, il y a une réglementation de l'interchange. Donc l'interchange, c'est vraiment la partie qui est strictement liée entre de l'acquéreur à l'émetteur. Et donc en Europe, ça a été capé, donc il y a un plafond qui est à 0,3% pour les cartes de crédit et 0,2% pour les cartes de débit. Et ça, si tu compares aux États-Unis, c'est jusqu'à 2%. Ah oui. Voilà. Alors attention, aux États-Unis aussi, il y a des débats sur le fait que ça serait éventuellement trop élevé, mais c'est aussi pour ça que depuis plusieurs années en Europe et depuis cette réglementation, tu vois beaucoup moins des cartes de crédit avec beaucoup d'avantages du type les miles sur les compagnies aériennes. Elles ont été fortement réduites d'année en année. Ou tous les programmes de cashback. Le cashback aux États-Unis, c'est presque un standard, tandis qu'en Europe, ça a presque complètement disparu. Ça, c'est parce que justement, on a réglementé et réduit considérablement l'interchange. Alors, au final, est-ce que le commerçant paye moins ? Ça, c'est un grand débat, parce que beaucoup vont dire que finalement, ces diminutions ont plutôt bénéficié à l'acquéreur qui a pu un peu augmenter sa marge. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup. C'est très clair pour moi, cette distinction entre les États-Unis et l'Europe. Mais du coup, un acteur comme PayPal, qui est présent d'ailleurs en Europe et aux États-Unis, comment est-ce qu'il se positionne sur ces modèles de désintermédiation ? Justement, PayPal, c'est ce qu'on appelle un gateway, donc une passerelle. Donc lui, il va se mettre au centre du système et il va dire je vous connecte avec tout le monde, donc commerçants, réseau, votre banque, réseau de cartes de crédit, etc. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de PayPal, c'est qu'au départ, justement, ils ont joué un peu la carte de la désintermédiation, c'est-à-dire que, si tu t'en rappelles, au début, il fallait connecter son compte PayPal à un compte de ta banque.
C'est vrai. Et donc ça, le but, c'était clairement de ne pas utiliser les réseaux de cartes de crédit parce que justement, alors, ils économisaient l'interchange et les commissions. Mais au fur et à mesure, PayPal, et surtout en 2016, ils ont fait un grand changement stratégique, c'est-à-dire qu'ils se sont surtout positionnés comme étant un service pour les commerçants. Évidemment, les commerçants, ils veulent que tous les moyens de paiement puissent être acceptables et acceptés. Et donc, PayPal a dit, pas de problème. Du coup, ils ont presque encouragé la connexion entre PayPal et les différentes cartes de crédit parce que comme ça, ils se positionnaient comme le portefeuille électronique préféré, le plus versatile. Et ils se positionnent comme un acteur important pour proposer des services d'acceptation de paiement pour les commerçants. Et Amazon Pay, par exemple, a la même logique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a son compte Amazon Pay, il te sert à payer auprès de plein d'autres sites commerçants différents d'Amazon. Parfait, donc c'est une super grosse intro, mais très très utile pour comprendre la suite. En fait, le cas dont on va parler, c'est un cas de mémoire. Tu as étudié avec tes étudiants, parce que tu es prof à Solvay Business School en Belgique. Ah, tout à fait. C'est vraiment un cas emblématique au croisement de la néobanque et du paiement, cette société. Est-ce que tu peux faire un petit retour en arrière sur le lancement de Revolut? Comment est-ce qu'ils ont lancé leur business? Quelle était au départ l'offre de base? Et nous expliquer finalement les dessous de Revolut, notamment qu'est-ce qui a fait leur succès et quelle est la source de leurs revenus. En fait, ils sont nés en 2015 et l'offre de base, ce qu'on voit maintenant, qui est devenue beaucoup plus commune, c'est une application mobile qui était couplée à une carte de crédit qu'on devait prépayer, qu'on chargeait. Et les grands différenciateurs de Revolut à la base, c'était des frais de change quasi à zéro. Et puis, il y a des blocs qui se sont rajoutés au fur et à mesure, un compte à vue, une carte premium, donc paiement, une plateforme de crypto-monnaie, la possibilité d'utiliser des cartes de crédit virtuelles et même depuis peu, leur dernière addition, c'est une plateforme simplifiée d'achat d'actions. Et donc aujourd'hui, alors qu'ils sont nés qu'en 2015, c'est la FinTech qui a eu la croissance la plus formidable. 13 millions de clients, valorisation à 5 milliards et demi d'euros environ. Donc c'est juste phénoménal, quoi. Et comment t'expliques leur succès? Au départ, le contexte anglais est quand même assez important. Pourquoi? Parce qu'on le sait bien, les Anglais ont toujours la livre sterling. Or, ils sont extrêmement intégrés dans l'Europe. Et donc, ce qui fait que lorsque les Anglais voyagent ou font du commerce, tout simplement, il y a tout le temps des frais de change. Et donc, ce côté frais de change à zéro a été extraordinairement un facteur très important dans leur succès. Et puis, évidemment, le fait qu'il y a beaucoup de communautés étrangères en Angleterre importantes. Et c'est des communautés qui souvent du coup, devaient beaucoup faire des virements de l'Angleterre vers l'Europe. Et donc, ça a été un des facteurs fondamentaux de leur succès. Alors, les revenus de Revolut, si tu regardes le PNL, tu as regardé le PNL? Justement. Où est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Déjà, ils gagnent de l'argent un petit peu. Ils sont en perte, mais non. Alors ça, c'était un peu. Alors justement, le fondateur Nicolas Storonsky, il a péroré partout qu'il serait en profit en 2020. J'espère, parce qu'en tout cas en 2019, c'était pas terrible, puisque à la fois leur croissance des revenus est fantastique. Là, j'ai les chiffres devant moi. Voilà. Tu me les as partagés. Voilà. Donc c'est assez extraordinaire. Donc les revenus ont été multipliés presque par 3, donc 162 millions de livres contre 58 millions l'année dernière. Le problème, c'est que les pertes, elles sont plus que multipliées par 3. Donc, on est à 105 millions de livres de pertes contre 32 millions l'année dernière. Donc, ça veut dire quand même des revenus qui sont presque proches, des pertes presque proches des revenus. Donc, c'est assez hallucinant. Et donc, alors évidemment, ils vont dire que c'est parce qu'ils ont leurs coûts de développement, les coûts d'acquisition de clients, qu'ils se déploient en même temps dans énormément de pays dans le monde. À noter aussi qu'ils ne sont pas une banque. Enfin, en tout cas, ils ont obtenu il n'y a pas longtemps leur licence bancaire en Lituanie. C'est ça. Voilà. Mais au départ, tout le monde qui est client Revolut depuis quelques années est en fait juste client d'un émetteur de monnaie électronique anglais. Et donc ça suppose aussi qu'il y a certaines activités qu'ils peuvent pas faire. Et leur principale source de revenus, c'est justement l'interchange dont on vient de parler. Et donc, donc quand tu utilises ta carte de crédit Revolut, chaque fois, Revolut touche l'interchange. Et donc, le modèle de départ, qui est un peu trop monoproduit, c'est bien pour ça qu'ils essayent de le diversifier. Mais pour le moment, 163% des revenus de Revolut, c'est ce fameux interchange. Et est-ce que tu penses on a entendu quand même certaines rumeurs
liées au KYC. Hein. Ils ont un petit peu durci, je dirais, leur politique interne. Quel est ton point de vue à ce niveau-là ? Alors, ils ont eu des soucis tout simplement parce qu'à un moment donné, ça prouve bien aussi la difficulté des opérateurs d'aujourd'hui et le poids de la conformité, c'est tout le monde est censé surveiller les transactions, know your transaction. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont été un peu mis sur la sellette à un moment donné parce qu'ils passaient d'un système de surveillance de transactions à un autre et donc quelqu'un en interne les a whistleblowés en disant que pendant la migration d'un système à l'autre, les transactions n'étaient plus surveillées. Alors après, ils ont dit non, on les surveillait quand même, on avait un système de backup, etc. Bon, il y a quelqu'un très important qui a quitté la société à ce moment-là. Bref, ça reste un problème. Et là, maintenant, effectivement, ils sont très attaqués parce que du coup, ils sont peut-être passés à l'excès inverse. Et donc, il y a beaucoup de transactions qui sont bloquées et des comptes qui sont bloqués. Donc, du coup, des gens qui n'ont plus accès à leur argent. Et donc, Revolut, du coup, fait beaucoup parler dans la presse anglaise. Il y a quelqu'un qui se voit bloquer son compte à tort ou à raison. Merci Thibaut. Alors du coup, on n'a pas parlé de la valorisation de Revolut qui est lunaire. Comment est-ce que tu expliques, quel est ton point de vue à ce sujet-là ? Justement, alors moi j'aime bien un indicateur qui est extrêmement simple, c'est tout simplement la valeur par client. Alors aujourd'hui, on dit que Revolut, en fonction de leur dernier tour de financement, vaudrait genre 5 milliards et demi ou 5 milliards. Alors on sait qu'ils ont entre 10 et 13... 5 milliards d'euros, on va dire. Ils ont environ 13 millions de clients. Donc, ça veut dire que la valeur par client, c'est de l'ordre de 350 euros. Or, les revenus par client de Revolut, c'est de l'ordre de 24 livres, donc 26, 27 euros. Donc, si on compare 27 euros de revenus par an avec 350 euros de valeur client, on voit qu'il y a quand même un petit souci. Et d'ailleurs, ça, c'est un grand jeu, évidemment, pour toutes les fintechs et pour toutes les banques. C'est évidemment d'essayer de maîtriser ce coût d'acquisition du client. C'est bien pour ça que tu vois en France, quand tu veux devenir client d'une néobanque, on te jette à la figure une carte de crédit, 80 euros en cash et puis encore quelques cadeaux. Et donc ça veut dire tout ça, que ça veut dire que ton coût d'acquisition, il va très facilement être de 350, 400, 500 euros. Or, il faut savoir que les standards dans l'industrie, pour être sain, c'est-à-dire que pour une banque très simple, type banque en ligne, le coût d'acquisition, ça serait quand même bien qu'il reste plutôt aux alentours de 150 euros. Par contre, pour un client de banque privée qui vient avec beaucoup d'avoir, un coût d'acquisition peut monter jusqu'à 1000 euros. C'est assez logique en fonction de ce que tu vas pouvoir en tirer comme revenu après. Mais donc là, effectivement, si on compare tous ces chiffres, c'est très clair que Revolut est extrêmement bien valorisé. Parfait, merci. Alors, on arrive tout doucement à la trentaine de minutes. J'essaie de m'y tenir, comme tu le sais, parce que je sais que tu m'écoutes. Tout à fait, j'ai rien raté. On parlait, j'aimerais juste qu'on parle parce que tu as une expérience également dans la banque, les toutes premières banques digitales avec E-Trade Bank, et de l'importance du mix produit. Et on le voit bien avec Revolut, ces monoproduits, en tout cas, ils ont pas mal de difficultés à diversifier leurs sources de revenus. Qu'est-ce que tu penses que les banques, les néobanques et les banques digitales devraient faire pour justement parvenir à diversifier leurs sources de revenus? Justement, alors l'une des diversifications les plus réussies de Revolut, c'est dans l'échange crypto. Mais alors justement, c'est un produit extrêmement volatile et donc la clientèle liée à ça est probablement très volatile aussi. Et donc c'est en ça que quelque part dans le combat entre les banques traditionnelles et les néobanques, les banques traditionnelles ont quand même encore des armes non négligeables. Par exemple, le nombre de produits par client, c'est un facteur extrêmement intéressant. En Belgique et en France, tu dois savoir, les banques arrivent à vendre de l'ordre de 5 produits par client. Donc évidemment, tu additionnes compte d'épargne, une assurance à gauche, à droite, un petit portefeuille titre, paf. Et là, tu sais que ton client, le taux d'attrition va être extrêmement faible. La moyenne des néobanques, d'après McKinsey, c'est plutôt de l'ordre de 1 produit et demi. Donc non seulement il faut réussir à vendre plus de produits par client, mais aussi il ne faut pas se tromper. Donc par exemple, cette année, les néobanques, justement, comme KeyTrade,
comme Boursorama en France, comme Bink en Hollande, avec dans leur offre des services de trading, avec la volatilité due au Covid, elles ont fait des revenus extraordinaires. Donc elles vont toutes avoir des résultats fantastiques cette année. Les banques qui sont un peu trop liées, simplement, par exemple, les banques qui avant proposaient simplement des comptes d'épargne en ligne, etc., vu que les taux sont extrêmement bas, et la marge d'intermédiation est très faible, donc du coup, là, c'est un produit dans lequel il n'est pas très confortable d'être cette année. Alors qu'évidemment, dans les banques ou même certaines néobanques qui réussissent à avoir des portefeuilles de crédit, parce que par exemple, elles se sont lancées dans le crédit immobilier en ligne ou le crédit à la consommation en ligne, là, au moins, on peut encore facturer un taux d'intérêt positif à son client, alors que sinon, on est obligé, pour une partie, de mettre à la Banque centrale un taux négatif ou d'acheter des obligations d'État pour des raisons de conformité, avec des taux négatifs également. Donc voilà, il y a un match, donc clairement, l'issue n'est pas encore déclarée. Et une des grandes difficultés que vont avoir beaucoup de fintech et de néobanques, c'est évidemment le financement, parce qu'elles consomment encore du cash. Les banques traditionnelles, là aussi, on estime qu'avec le poids de la réglementation, ces dernières années, elles ont dû augmenter leurs fonds propres. Là, c'est McKinsey aussi qui le dit, d'un facteur 4 à 5, donc c'est gigantesque. Et donc, si on imagine que les néobanques devront suivre les mêmes chemins au fur et à mesure qu'elles grandissent et qu'elles offrent de nouveaux produits avec d'autres contraintes en termes de fonds propres, eh bien, toutes ne vont pas avoir un avenir radieux. Ok, merci beaucoup Thibaut. Un élément dont on n'a pas parlé, j'aimerais juste qu'on finisse avec ça, c'est le churn, parce que moi j'ai des comptes, j'ai tout testé, N26 Revolut, plus mes comptes. Comme moi. Je pense pas mal de monde comme ça. Après, je suis pas forcément prête à quitter ma banque traditionnelle. Est-ce que tu penses que c'est une réelle menace ou voilà, il y a encore un attachement, même pour les jeunes générations, à son banquier, je dirais, du coin? Non, c'est clair que les jeunes générations vont être beaucoup plus versatiles et les gens sont tout à fait prêts à une multibancarisation, c'est-à-dire prendre leur crédit d'un côté et mettre leur investissement de l'autre. Le problème, c'est aussi un peu le profil de ces clients-là. S'ils sont plus jeunes, ils ont moins d'argent, donc forcément, ça ne va pas forcément peser. Et puis alors évidemment, il y a un moment dans la vie, c'est ce fameux grand choix du premier investissement immobilier. Et là, évidemment, une banque traditionnelle qui va te faire ton crédit immobilier va très bien jouer la carte du cross-selling et te vendre en même temps l'assurance vie et te lier, demander la domiciliation de ton salaire. Ça, c'est tout un autre débat. Mais donc, voilà, ils sont évidemment très forts à jouer ce jeu-là. Et voilà. Parfait. Écoute, Thibaut, c'était d'une richesse cet épisode. Je pense que je vais le réécouter au moins 2 ou 3 fois. Est-ce que, pour conclure, tu pourrais nous recommander un livre, s'il te plaît? Alors moi, un de mes livres préférés, parce que je suis comme toi un grand passionné d'économie et de finances comportementales, c'est Freakonomics, qui, je pense, n'a pas encore été cité parmi tes intervenants précédents. Alors c'est un livre fantastique. Et alors, il y a aussi un podcast, parce que souvent tu demandes le livre et le podcast. Bon, là, il y a le livre et le podcast. Et c'est juste formidable. Donc moi il y a des articles donc, dans Freakonomics. Donc c'est vraiment dire, l'économie comportementale, c'est le croisement de la psychologie et de la finance classique. Il y a des articles formidables sur par exemple, pourquoi est-ce que les trafiquants de drogue vivent encore chez leur maman, ce genre de choses. Moi, j'adore. Et alors, un de mes préférés aussi, un de mes épisodes podcast préférés, là, on revient en paiement pour conclure, c'est un ethnologue suisse qui a étudié le fait que certains poissons faisaient du paiement, c'est-à-dire il y a une espèce de tout écosystème entre certains poissons qui se font nettoyer les parasites par d'autres poissons. Et on a constaté qu'ils avaient, comme les humains, des sortes de comportements où, en fonction du mucus qu'ils allaient laisser en termes de paiement, il y avait toute une offre et demande entre poissons. Donc moi, je trouve ça tout à fait passionnant. Parfait, génial. Merci beaucoup Thibaut. Merci. À bientôt. Au revoir Solène. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.